Chers lecteurs, toujours en direct du Salon du Livre de Genève avec Philippe Roch. Bonjour Philippe. Bonjour Carole. Alors Philippe est dans une énergie de feu, il va vous faire partager ça. Il sort d'une conférence, vous m'avez dit c'était génial. Et c'est incroyable parce que c'est une conférence sur la méditation dans la nature, qui est mon thème préféré. On m'a mis avec deux dames que je ne connaissais pas, avec lesquelles je me suis retrouvé en totale complémentarité et harmonie. Et j'ai fait une découverte magnifique, de personnalités magnifiques. On a eu un public qui était attentif pendant 1 heure, qui n'a pas bronché. Après, plein de rencontres. Et tout ça avec jouvence. Mais c'est vraiment magnifique. Moi, comme vous dites, Carole, ça m'a rempli d'énergie. Et jouvence, c'est vraiment une source d'énergie. On est très heureux de vous accueillir. Alors vous connaissez très certainement les livres de Philippe. Méditer dans la nature, donc se relier à l'âme du monde. Et également donc des mandalas pour méditer dans la nature, des mandalas bien-être. Voilà, je le montre quand même et je vous placerai les références sous la vidéo. Cette pratique de méditation dans la nature, dans nos sociétés, je pense qu'elle est plus que cruciale. Déjà, comment peut-être vous êtes venu à ça? J'ai deux chemins depuis ma petite enfance, vraiment très petit. La nature, qui a toujours été ma complice, ma confidente. Et j'ai trouvé dans la nature, auprès des arbres, vraiment, je me suis développé, si vous voulez, en interaction avec cette nature. Et de l'autre côté, une mystique, aussi très jeune, au début dans le cadre de l'Église catholique, qui était à l'époque pleine de rituels, qui portaient à la mystique. Il y avait le chant grégorien, il y avait les vêpres, les complis, des nuits d'adoration. Et j'ai baigné là-dedans, je me suis imprégné de tout cela. Et lorsque je me suis éloigné du formalisme de l'Église, j'ai retrouvé finalement mon temple le plus naturel qu'est la nature. Et donc c'est une progression individuelle que j'ai faite. Et j'ai approfondi cette méditation à travers tous les accidents de la vie, les difficultés que j'ai rencontrées, les grandes questions que je me posais, la maladie. Et chaque fois, j'ai pu approfondir la méditation qui m'a donné des réponses et qui a fini, je pourrais dire que je suis sur le chemin de la réalisation, c'est-à-dire un état personnel de sérénité, de joie intérieure, de bienveillance, de bien-être qui me comble. Et bien que je commence à prendre de l'âge, que j'ai eu passablement de difficultés de santé, je vis aujourd'hui les plus belles années de ma vie dans cette plénitude de sérénité, plénitude. C'est ce chemin de la méditation qui vous a amené à la reconnexion avec votre être profond? Oui, exactement. La méditation, pour la plupart des praticiens, si vous voulez, c'est d'abord une méditation que j'appelle mentale, ce qu'on appelle la pleine conscience, le but étant de se calmer un peu, de faire taire un peu tout ce brouhaha qu'on a à l'intérieur, de manière à se retrouver plus calme. Même des entreprises l'utilisent pour que leurs employés soient plus efficaces. Vous voyez, ça part toujours avec des intentions pures, mais voilà. Mais c'est très bien. Mais à travers mon exercice, j'ai très vite compris qu'il y avait d'autres étages beaucoup plus profonds que l'on pouvait atteindre par la méditation. Alors le premier, c'est l'être intérieur, c'est la totalité de notre personnalité, avec tout son héritage de l'espèce, même de l'évolution du monde. Nous avons toute une partie animale, tout un héritage cosmique en nous. Et lorsque nous arrivons à retrouver cela par la méditation, nous nous enrichissons, nous devenons beaucoup plus en équilibre avec nous-mêmes. Alors que lorsqu'on reste seulement dans le mental, on est peut-être très efficace, mais on est coupé quand même d'une bonne partie de la réalité. Et puis alors le troisième étage que j'ai trouvé, c'est que comme finalement le monde naturel qui nous entoure, les arbres, les animaux, les plantes, les cailloux aussi, ont eux aussi toutes ces dimensions profondes, et bien lorsque nous avons trouvé ces dimensions en nous, nous pouvons les connecter avec l'extérieur. Lorsque vous êtes à côté d'un arbre, tout le monde trouve qu'il est beau, il est bien, on se sent bien. Mais parfois, on ne comprend pas pourquoi on se sent si bien. Et c'est qu'en réalité, nous communiquons aussi avec la totalité de cet arbre. Et la quatrième dimension, qui était toujours un peu présente chez moi, mais qui est devenue une évidence avec le temps, c'est la dimension spirituelle. C'est que nous avons, nous, une dimension spirituelle. Qu'est-ce que c'est? C'est ce qui nous dépasse. C'est une réalité. À mon avis, est à l'origine du monde et sera aussi l'aboutissement du monde. Et nous émanons de cela et nous avons une vie concrète, réelle, physique, éphémère, mais qui est animée par cet âme. Et le fait est que les animaux, les arbres, les herbes et les cailloux aussi. Et à travers la méditation, je réussis maintenant vraiment
très facilement au fond à me mettre en contact spirituel avec tous ces êtres et ensemble avec cette âme du monde ou avec Dieu pour ceux qui veulent le nommer comme ça, c'est pas très important le nom. Et une fois que vous êtes branché, si vous voulez, ouvert par la méditation sur toutes ces dimensions, vous vous mettez en équilibre. La nature vous remet dans votre situation, vous remet dans votre personne, en équilibre avec nous-mêmes et avec le monde, et il y a un sentiment de paix, de réalisation magnifique. Alors j'imagine peut-être pour les lecteurs justement qui ont envie peut-être d'apprendre à méditer, c'est difficile de rester en place déjà pour plusieurs d'entre nous rien que 5 minutes. Est-ce que vous pensez que de s'exercer à la méditation dans la nature, par rapport à ce que vous me dites des arbres, de l'environnement, ça va nous aider peut-être à nous ouvrir davantage que si on le fait chez soi? C'est peut-être plus facile parce que tout le monde, ou presque tout le monde, aime se promener dans la nature. Vous allez faire une balade en forêt, vous n'êtes pas en méditation, mais vous êtes déjà dans une ambiance un peu particulière. À moins que vous ayez peur des esprits de la forêt ou des loups, mais quand même, la plupart des gens, ou même dans un parc public, on peut se sentir déjà bien. C'est une bonne préparation. Et puis, à un moment donné, il faut se donner le temps de s'arrêter. Alors si on est dans une forêt, peut-être de s'asseoir sur un tronc d'arbre, sur un caillou ou contre un tronc d'arbre, et puis de commencer à méditer. Alors il y a toutes les techniques très simples finalement, que j'explique d'ailleurs dans le livre. Moi je ne suis pas dans une école de méditation, c'est des choses tout à fait sommaires que je donne. Une espèce de... On passe au fond tout notre corps au scanner d'une conscience très légère pour détendre tous les éléments. Puis on entre en méditation. Le moment de la méditation, on pense à plus rien, ou si des pensées viennent, on s'y accroche pas, on les laisse filer, comme ça. Alors ça demande un apprentissage. Et vraiment mon conseil pour les débutants, c'est faites-le souvent. Souvent, quand ça vous plaît, quand vous vous mettez en condition, et puis la longue méditation, elle viendra avec le temps, parce qu'il y a des moments où vous serez tellement bien dans votre méditation que vous n'aurez plus envie d'en sortir. Mais vraiment souvent, peu de temps, dans les meilleures conditions possibles. Et puis si ça ne marche pas, tant pis, vous recommencez plus tard. L'intérêt, c'est peut-être de se réserver des temps. Par exemple, moi, tous les matins, quand je me lève, à moins que je sois pressé pour quelque chose, mais c'est de moins en moins fréquent, je fais un feu pour préparer mon thé, je sors et je vais près d'un gros peuplier qui est devant la maison et je médite un moment. Je fais une petite salutation, une bénédiction et je médite quelques minutes, parfois 5, parfois 10. Puis des fois, j'arrive plus à en sortir, ça dure un peu plus longtemps. Et ça commence ma journée. Après, j'ai des fois le temps où je prends le temps de reméditer plusieurs fois un peu plus longuement, ou des fois, c'est des méditations très courtes. C'est même dans le train ou dans le tram. Il y a du brouhaha, puis tout d'un coup, je rentre en méditation très brève. Et c'est la multiplication de ces exercices qui fait que ça vient de plus en plus facile, spontané de le pratiquer. Les quelques mots-clés pour moi du bonheur qu'on atteint à travers la méditation, c'est évidemment cette reconnaissance d'être là. N'est-ce pas, votre vie, elle a peut-être été cabossée, enfin la mienne en tout cas, a été passablement cabossée, avec des moments très pénibles. Mais ma vie, elle commence maintenant, ici, avec vous. Tout le passé, je ne peux rien y faire. Et je suis là avec vous, je peux m'exprimer, je peux vivre, je peux décider. Et ça, je suis tous les matins reconnaissant d'être là. Et puis, la deuxième grande qualité qu'on peut cultiver, c'est la joie intérieure. C'est ce sentiment d'être bien avec soi-même, de sortir du regret, du jugement, de la haine, de tout ça. Et d'être simplement, de laisser pénétrer dans son cœur une petite lumière douce qui est cette joie, dire merci la vie. Après, on applique ça à l'entourage et c'est la bienveillance. Et ça suscite chez les gens leur meilleure part. Alors, toutes ces pratiques sont facilitées par la pratique de la méditation. Partagez vraiment cette vidéo, non seulement quel message pour l'humanité d'aujourd'hui, c'est très puissant ce que vous partagez. Il y a quelque chose qui me vient aussi, vous avez parlé de la maladie, donc j'imagine qu'il y a des gens qui nous suivent, qui traversent peut-être ces phases dans leur vie ou un deuil. Comment intégrer peut-être la méditation pour nous aider à traverser ces phases qui sont, moi je dis pas difficiles, je dis challengeantes? Bien sûr, la maladie c'est une souffrance, la sienne propre, celle d'un enfant, d'un ami, c'est pas une situation que l'on souhaite. Mais j'ai compris que, notamment la maladie, mais
toutes les difficultés de la vie sont des nécessités. Ce sont les nécessités qui nous font avancer. Et ça, je l'ai vraiment expérimenté. J'étais déjà très avancé dans la méditation, dans la culture de ces qualités dont nous avons parlé, quand un jour je suis tombé de cheval parce qu'on a découvert à ce moment-là une tumeur au cerveau. Un gros machin, une balle de golf dans la tête, qui avait fait une pression qui m'a fait perdre connaissance, et donc je suis tombé de cheval. J'arrive, je me réveille à l'hôpital, on me dit voilà, vous avez une tumeur au cerveau. J'ai pas sauté au cou du médecin pour lui dire merci, mais je me suis retourné en moi-même et j'ai accepté ce qui m'arrivait. J'ai pris 2 semaines pour parler à mes enfants, pour envisager toutes les solutions, devenir à moitié gaga, mourir. Ça veut dire envisager le pire aussi quelque part. Oui, envisager la fin. Et j'ai vécu un moment donné, le matin de l'opération, on m'a emmené sur une civière, on m'a demandé si je voulais des calmants, j'ai dit non, besoin de rien, j'avais beaucoup médité pendant la nuit, et je suis arrivé, vraiment c'était devant la grande porte. Et à ce moment-là, alors que j'avais encore des attaches, notamment avec une fille jeune qui avait besoin de moi, j'ai décidé que la vie ne m'appartenait plus. Je me suis mis à disposition et j'ai dit la grande porte va peut-être s'ouvrir. Je suis curieux de voir ce qu'il y a de l'autre côté et j'ai accepté ma mort. C'était un moment magnifique. Et les infirmiers qui étaient autour de moi me disent mais vous avez pris des drogues? Et je dis non, rien. Ils me disaient mais comment vous êtes tellement en forme avant votre opération? Et voilà comment je suis parti à l'opération. Je suis revenu de l'opération, ça allait bien, j'ai pu recommencer à vivre normalement. Vous imaginez la reconnaissance que j'ai vis-à-vis de la vie qui m'a fait ce cadeau. Mais ce passage qui m'a fait aller jusqu'au bout de l'abnégation finalement, m'a donné un élan formidable pour aller encore plus loin dans ma recherche spirituelle. Je crois qu'on en a tous. Moi, j'en ai les larmes aux yeux, je sais pas vous, les frissons, je sais pas, mais c'est tellement puissant. Et je crois que vous parlez vraiment d'une notion très importante aujourd'hui, c'est que la sécurité, on la trouve pas forcément dans le confort, dans tout ce qu'on s'enferme quelque part, enfin, c'est mon avis, dans un sentiment de sécurité, alors que la vraie sécurité, je crois que c'est quand on trouve la paix par rapport à peut-être à la fin de sa propre vie au final. Absolument, je pense que c'est probablement le but de la vie finalement, c'est de mourir en paix, alors que tout ce qu'on cherche pour se rassurer, et j'ai aussi beaucoup fait cela dans ma vie, on s'attache à des choses, on a peur de les perdre, on s'enferme dans les problèmes. Exactement. Alors qu'en réalité, en étant bien avec soi-même, on a toute la sécurité, on est le centre du monde, sans arrogance, mais chacun est le centre du monde, et c'est à partir de là que notre vie se développe. Je crois que c'est vraiment cette recherche de sagesse qu'il faut atteindre, mais toute la vie est là pour ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se juger soi-même en disant mais je n'en suis pas là, je suis... Non, la vie est faite, je pense que quand on est jeune, on a envie de construire une vie, c'est juste, et il faut s'engager aussi politiquement, dans la société, dans la famille. Mais si on arrive déjà très tôt à cultiver ou à préparer ces phases de vie où on va pouvoir se détacher, trouver l'essentiel en nous, l'essentiel chez les autres, et finalement de devenir un membre de cette grande famille humaine et naturelle dans laquelle on se sent à la maison, c'est vraiment magnifique de pouvoir le vivre. Merci Philippe de vos partages. Je vous invite à commenter sous la vidéo ce que vous avez évoqué, ce partage. Moi je ressens énormément de générosité, d'authenticité et quelque part ça guérit et ça rassure. En tout cas c'est ce que je ressens. On se sent en paix et on se dit l'avenir peut nous réserver que du bon. Certes la souffrance fait partie de la vie, mais on peut être en paix aussi dans ces moments-là. Vous voyez ce partage que vous m'offrez, quel cadeau de la vie. Merci Caroline. Merci à vous. Chers lecteurs, merci de nous avoir suivis. Donc vous pouvez retrouver les ouvrages de Philippe. Ils seront, comme je vous l'avais dit, en référence sous la vidéo. Et puis nous, on se retrouve très prochainement pour d'autres interviews encore au top, je vous le garantis. Soyez présents et partagez cette vidéo. Bye bye!